Je vous propose qu'on démarre et pour commencer, je voudrais vous raconter une histoire. Une histoire qui est évidemment en lien avec ce qu'on va se dire ce soir. Une histoire que vous connaissez peut-être. C'est l'histoire d'un récit, du récit d'un naufrage, celui d'un baleinier qui a coulé en 1819 ou 1820 et qui a inspiré le roman de Melville, Moby Dick. Donc cette histoire, c'est d'abord le témoignage d'une époque où l'économie était radicalement différente de l'économie actuelle. Pourquoi? Parce que, par exemple, d'abord, on était avant l'ère industrielle, l'énergie pétrolière n'était pas du tout développée. À l'époque, on chassait la baleine, notamment pour son huile. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle était si rare et autant d'équipages allaient chasser la baleine. Et Moby Dick, c'est l'histoire de cet équipage. C'est aussi une histoire, c'est une fiction politique, hein, c'est l'illustration du Léviathan, du pouvoir d'un homme sur un groupe, évidemment le capitaine sur son équipage, qu'il arrive à totalement fanatiser contre la baleine, contre la bête. C'est une histoire qui révèle les comportements de groupe dans des situations extrêmes, une allégorie de la psychologie des foules. C'est une histoire aussi de gestion de crise et de gestion de l'incertitude. Et en fait, ça, on ne le sait pas. Parce que quand on lit Moby Dick, il y a un film qui a été fait il n'y a pas si longtemps sur Moby Dick de Ron Howard, on ne connaît pas l'histoire, on connaît moins l'histoire qui a inspiré Melville. En fait, la vraie histoire qui a inspiré Melville, c'est une vraie histoire, c'est l'histoire de 20 marins américains qui sont à 5000 km des côtes chiliennes, en plein milieu de l'océan Pacifique, et qui ont heurté un cachalot. Et leur navire coule. Et donc, ils essayent de se sauver. Donc, le bateau s'enfonce et les marins essaient d'embarquer dans des canots de sauvetage. Et puis, au bout de quelques jours, ils se rendent compte qu'ils n'ont presque pas grand-chose à boire et à manger. Et ils sont face à un dilemme. Premier choix, ils continuent vers la terre la plus proche et ils peuvent atteindre les îles Marquises. Mais le problème, ils ont assez de vivres pour ça, mais le problème, c'est qu'ils ont entendu à plusieurs reprises parler de hordes de cannibales qui peupleraient l'île. Et puis, ils ont une autre option, c'est de continuer leur course jusqu'au sud de l'Amérique et ils peuvent atteindre la terre ferme, hein, mais le voyage durera beaucoup, beaucoup plus longtemps et clairement, ils manquent de vivres. Donc, ils font face à ce dilemme, un court voyage vers les cannibales ou un long voyage au risque de manquer de vivres. Alors, l'équipage va faire le choix du voyage le plus long et donc de faire des économies drastiques de vivres. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur avant tout des cannibales. 2 mois vont passer et par chance, un bateau va croiser les canots de sauvetage en plein océan. Et là, la moitié de l'équipage est secourue. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? En fait, la moitié de l'équipage… La moitié avait mangé l'autre moitié? Ouais. La moitié de l'équipage qui a survécu parce qu'elle, finalement, cette moitié-là, s'est nourrie de l'autre moitié de l'équipage. Et c'est une histoire horrible, mais… en fait, il faut savoir qu'à l'époque, c'était des héros, hein, ceux qui allaient à la chasse à la baleine. C'était vraiment, ils étaient téméraires, c'était des soldats. Et pourtant, la peur des cannibales leur avait fait prendre la pire des décisions. La peur a été la plus mauvaise des conseillères dans cette situation. Et donc, dans des situations de crise, dans des situations inconnues, dans des situations… d'incertitude totale, parfois nos émotions, nos réactions ne nous font pas prendre forcément les meilleures décisions. Alors, Sébastien, tu as plus de 20 ans de carrière comme cadre supérieur au sein des unités spéciales au ministère de la Défense. Quand Guy Philippe m'a dit on va inviter Sébastien, il a travaillé dans les unités spéciales, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, les unités spéciales, je suis sûr que tout le monde est un peu perplexe quand on parle des unités spéciales. En tout cas, tu vas peut-être nous en parler, ou peut-être pas, je ne sais pas jusqu'où tu peux nous en parler.
Donc, tu as travaillé sur la conduite d'opérations en zone de conflit, dans la gestion de crise, et puis tu as quitté ce monde-là pour travailler dans le privé, dans le domaine des RH. Aujourd'hui, tu as un cabinet qui est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises en gestion de crise et dans la formation à la fois des managers, des leaders, aux méthodes qui étaient utilisées lorsque tu travaillais auprès des fameuses unités spéciales et que tu transposes au monde de l'entreprise. Alors, première question, comment est-ce que l'on se prépare à une mission lorsqu'on fait face à un maximum d'incertitudes? Ce que je vais essayer de vous exposer, c'est différentes pistes de réflexion et différents outils utilisés qui ont fait leurs preuves et qui demandent une transposition soit légère, soit importante et surtout un assemblage un mélange pour répondre aux situations d'inattendu, d'incertitude qui surgissent maintenant, mais qui surgiront dans les mois à venir. Justement, et si on nous replaçait 5 ans en arrière, imaginons notre vision du futur à ce moment-là, est-ce qu'on aurait pu imaginer que Trump serait à la Maison-Blanche, qu'un quasi-inconnu de moins de 40 ans serait élu président de la République française et qu'on aurait passé 2 mois de notre vie confinés chez nous, dans nos appartements ou dans nos maisons. En fait, le concept de monde VUCA, donc concept qui est passé dans le civil, hein, qui vient des militaires, donc monde volatile, incertain, complexe, ambigu, semble réellement maintenant prendre tout son sens dans la situation actuelle et les situations qui viennent. Pour les forces spéciales, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est une unité spéciale. En gros, on va dire que c'est une unité qui n'est pas conventionnelle, donc je portrai par ombre, c'est-à-dire qui va adopter des méthodes pour remplir des missions spécifiques, spéciales, sur des objectifs très particuliers et souvent à haute valeur ajoutée au profit des gouvernements. Donc, on a tous dans l'idée les films de guerre, donc les forces spéciales, les Navy Seals, voilà, ce genre d'unité. Et on inclut aussi le GIGN, les forces d'intervention et le renseignement, les unités de renseignement. Donc voilà, je referme rapidement cette petite parenthèse sur ce qu'est-ce qu'une force spéciale. Pour ces unités-là, l'incertitude, c'est notre environnement de travail, en fait. Donc, on est assez à l'aise avec des situations telles qu'on la vit en ce moment avec le Covid ou telles qu'on va les vivre dans le futur. Et contrairement à l'image un peu hollywoodienne qui est donnée des opérations commando ou qui ressemble à des balais millimétrés où chacun a sa place, où tout est précis, prévu à l'avance, décidé dans des situation rooms dans les capitales, en fait, la réalité est tout autre. La réalité, c'est sur le terrain, vous êtes amené à prendre une succession de décisions que vous allez produire immédiatement, qui répondent à un flux constant d'événements inattendus. Les forces spéciales, c'est ça. C'est comment je produis de la décision face à des événements que je n'ai pas prévus ou même si je les ai prévus, je ne prévois jamais quand est-ce qu'ils vont arriver et l'intensité à laquelle ils vont arriver. Donc, dans cette présentation, je vais essayer d'effleurer quelques concepts. Je vais aller très vite, je ne vais pas rentrer dans le détail, et c'est voulu parce que sinon on pourrait en parler des heures, et c'est l'objet de à peu près 4 à 5 ans de formation pour nos agents et pour nos opérateurs. Donc, on va essayer de survoler ça et vous donner quelques concepts clés. Je vais commencer par une référence historique. Plongeons-nous le 5 juin 1944, donc la veille du débarquement allié en Normandie. Pour préparer le débarquement, l'arrivée des troupes qui vont arriver par la mer, les Alliés ont décidé de conduire la plus grosse opération aéroportée jamais réalisée. Donc des parachutistes, larguer des parachutistes sur le Cotentin pour préparer, pour aider, pour assister les troupes qui arriveront le lendemain matin sur les plages normandes. Et tout se passe mal, tout. Les avions qui transportent les parachutistes
sont violemment prises à partie par la défense antiaérienne allemande avant même d'atteindre, sur la Manche, avant même d'atteindre le Cotentin. Les pilotes qui sont pris dans un déluge de feu paniquent, larguent les parachutistes comme ils le peuvent, n'importe où, sans respecter les zones prévues à l'avance. Et pire que ça, une bonne partie des avions qui transportent les officiers supérieurs des bataillons parachutistes sont abattus. Donc vous imaginez le chaos au sol quand des soldats, des parachutistes se retrouvent sans chef ou sans chef supérieur, dans des endroits qui sont parfois à 40 km de l'endroit où on avait dit qu'on allait les larguer, et ils doivent remplir leur mission. Donc ça part très mal. Et pourtant, la mission va être accomplie avec succès. Alors pourquoi? Il y a deux raisons principales à ce succès, à ce revirement de situation. Premièrement, la planification en amont de l'opération a été très scrupuleuse. Et deuxièmement, la gestion de l'inattendu par les troupes au sol a été vraiment remarquable. Ça va être les deux points qui vont faire basculer la situation qui était très très mal partie. Alors sur la planification, ce qu'il faut voir, c'est que contrairement à l'usage militaire de l'époque, tous les parachutistes, y compris les simples soldats, ont été briefés avant le départ, donc vraiment au pied des avions, sur l'objectif, quelle était leur mission générale, et surtout sur l'endroit où ils allaient être parachutés. Donc ils faisaient partie des très rares soldats alliés qui connaissaient le lieu du débarquement. La plupart sont arrivés sur les plages normandes en ne sachant pas où ils étaient. Donc on a mis ici une illustration du briefing avant départ. Et donc ils connaissaient très précisément, du simple soldat jusqu'au général, le but de la mission. Et le but, il est très simple, il est très clair, il est très bien expliqué. Le but, c'est de détruire l'artillerie allemande qui se trouve à l'intérieur des terres du Cotentin et qui risque de pilonner les troupes qui vont arriver le lendemain matin sur les plages. Donc leur mission, leur but est très simple, détruire ces canons. Comme cet objectif est complètement connu de tous, les jeunes lieutenants qui vont prendre la direction des opérations sur le terrain, qui vont rassembler des troupes hétéroclites, des gens qui appartiennent à leur unité, d'autres qui sont là par hasard, qui ont été parachutés, un coup de vent les a ramenés. Il n'y a plus d'unité constituée. Ils vont reconstituer des troupes, replanifier leur opération et aller vers leurs objectifs. Car le but, lui, il n'a pas changé. Il faut toujours détruire les canons allemands. Cette anecdote ou cette évocation historique montre bien quelques concepts clés d'une opération militaire et particulièrement d'une opération de force spéciale. C'est qu'il faut toujours avoir un effet final recherché, un EFR, c'est-à-dire un but de votre action. Ce but, il doit être précis, il doit être simple, et surtout, il doit être connu de tous les participants. En fait, c'est le pourquoi. On donne le pourquoi de l'opération, pas le comment, le pourquoi. Ensuite, il faut étudier en amont, et toujours en amont, parce qu'on ne rédige pas de plan d'urgence dans l'urgence. Il faut étudier en amont le plus grand nombre de scénarios qui peuvent se produire, le plus grand nombre d'incidents que l'on peut essayer de prévoir à l'avance. Dans le cas précis, c'était un largage au mauvais endroit, loin de l'objectif. C'était la disparition ou la mort des officiers supérieurs. Tout ça a été prévu en amont par le commandement. Et une fois qu'on a ces canaux conformes, ces incidents prévus à l'avance, on applique des conduites à tenir. Donc on a prévu comment on allait réagir face à ces inconnus. Et enfin, le point le plus important, c'est ce qu'on a vu sur le terrain, c'est qu'il faut laisser l'initiative des décisions, c'est-à-dire le comment pour le coup, aux chefs sur le terrain. Ils connaissent l'effet final recherché, ils connaissent le but de leur mission, et surtout, ils possèdent, c'est eux qui possèdent la meilleure information, parce qu'ils sont au contact de l'ennemi, ils sont au combat. Donc il faut mettre en place du commandement et favoriser le commandement décentralisé. Si on peut transposer dans le monde de l'entreprise, une entreprise devrait avoir toujours des EFR. Elle devrait toujours penser qu'est-ce que je vais essayer d'atteindre comme but.
Et entre parenthèses, gagner des parts de marché, ce n'est pas un EFR. Ce n'est pas précis, ce n'est pas circonstancié, ce n'est pas simple. Il faut aller beaucoup plus dans le détail. Alors, sans rentrer dans le micro-détail, mais il faut que le but il soit simple. Il faut prévoir des scénarios, il faut envisager tous les scénarios qui peuvent se produire sur la route qui mène à cet EFR, cet effet final recherché, les canons conformes qui peuvent surgir, la façon dont on va les gérer. Et puis surtout, il faut faire confiance aux managers de proximité, aux chefs tactiques, pour gérer l'imprévu dans le feu de l'action, dans leur domaine de compétences, bien entendu. Alors, est-ce que la planification, ce type de planification, c'est le modèle à appliquer partout et en tout lieu pour gérer toute forme d'inattendu? Bon, bien sûr que non. Dans l'incertitude ou au combat, le premier ennemi, c'est souvent pas l'adversaire, c'est nous-mêmes et l'organisation à laquelle on appartient. Je vais prendre un exemple. Au milieu des années 2000, les forces occidentales décident de revenir en Afghanistan massivement pour endiguer le retour des talibans qui reprennent du pouvoir et qui repassent à l'offensive en Afghanistan. Les forces spéciales américaines ont été très utilisées les années précédentes en Irak et elles ont fait la preuve de leur efficacité. Donc c'est devenu un élément central des stratégies américaines pour mener des guerres de contre-insurrection. Ils vont appliquer en Afghanistan exactement le même modèle qui a fait leur succès en Irak. Des équipes hyper performantes, très mobiles et très expérimentées. La planification américaine elle va même essayer de modéliser la situation afghane. Vous allez avoir un slide qui va vous montrer, qui a été fait par un des nombreux slides qui a été fait par le Pentagone pour modéliser la situation en Afghanistan. Donc vous voyez la complexité, je crois qu'il y a 40 slides comme ça. Vous voyez la complexité de la chose. Donc ils ont un modèle, ils ont une expérience qui a fonctionné, ils ont une situation qu'ils estiment à peu près similaire, et là, à leur grande surprise, ça ne fonctionne pas. Les forces spéciales françaises, elles n'ont pas le référentiel irakien. Nous n'avons pas participé à la guerre en Irak en 2004, 2005 et 2006. Donc on va être obligé de produire in situ des nouvelles tactiques, sans a priori sur la situation, sans a priori sur ce qui ne marche pas, sur le comportement attendu de l'adversaire, on n'en a aucune idée, et on va s'adapter continuellement. Vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre l'image de droite et l'image des forces françaises à droite et des américaines en haut. Et l'enseignement qui attire ici, c'est qu'un modèle, même s'il a été victorieux, même s'il s'applique à une situation d'apparence similaire, risque de ne pas fonctionner de nouveau. Il faut constamment le challenger, surtout s'il a fonctionné. Et en entreprise, c'est pareil. Ce n'est pas parce que vous avez mis en place une stratégie qui a fonctionné que vous tracez un parallèle avec une nouvelle situation qui ressemble beaucoup à celle que vous avez connue, que ça va fonctionner de nouveau. Il faut toujours, et ça c'est vraiment un leitmotiv dans les forces spéciales, c'est je me remets toujours en question. Donc ça, on a vu que c'est le piège, ce qu'on appelle le piège des modèles mentaux. Alors les modèles mentaux dans les forces armées, c'est un peu la même chose que les modèles mentaux en psychologie. Donc là, vous avez un exemple d'un petit film, une expérience qui a été faite au MIT. Donc la personne qui dessine avec des lunettes, on lui a expliqué qu'on allait dessiner un animal dans son dos, donc on a bien précisé un animal, et qu'il devait le reproduire. Donc vous voyez à l'œuvre un modèle mental. On lui a parlé d'animal, au bout de 3 traits, il avait déjà décidé de quel animal il s'agissait. Donc très schématiquement, un modèle mental, c'est une projection qui nous permet de simuler un phénomène et ses résultats dans le futur. On s'appuie constamment sur des modèles mentaux pour prendre des décisions. Je crois qu'on prend notre cerveau prend 33 000 décisions par jour. La plupart sont des décisions automatiques basées sur des modèles mentaux. Ces modèles mentaux, ils sont façonnés par nos expériences, nos formations, nos valeurs, notre culture, nos apprentissages, en gros par notre background personnel. Et ça existe aussi pour les organisations qui ont aussi des modèles mentaux.
Alors, ils sont très utiles pour prendre des décisions très rapidement, avec un minimum d'énergie et un minimum de réflexion. Mais ce sont aussi, on l'a vu avec l'Afghanistan, de formidables machines à tirer des jugements hâtifs. Donc, si on s'appuie sur un nombre trop restreint de modèles mentaux, on va toujours utiliser les mêmes. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un nombre de modèles mentaux le plus important possible. Je crois que c'est Maslow qui parlait du clou et des marteaux. Donc, quand on a un marteau, tout ressemble à un clou. Je pense c'est à peu près la même idée. Donc, un bon indicateur pour savoir si vous avez suffisamment de modèles mentaux, c'est que si vous êtes surpris par un événement ou par ses résultats, c'est que probablement, vous n'avez pas utilisé le bon modèle mental pour interpréter cet événement. Je vais parler maintenant comment on intègre et comment on challenge en permanence ces modèles mentaux dans les stratégies, surtout dans les méthodes de raisonnement des forces spéciales et de l'aviation. Mon prochain exemple va être d'ailleurs sur l'aviation. Donc, pendant la guerre de Corée, on assiste au premier combat aérien entre avions à réaction. Sur le papier, les Nord-Coréens, qui sont équipés de MiG russes, ont une très large supériorité par rapport aux avions américains, qui sont beaucoup moins développés et beaucoup moins innovants techniquement à cette époque-là. Les avions russes, ils sont beaucoup plus rapides, ils ont un rayon d'action beaucoup plus important et une puissance de feu supérieure. Donc, sur le papier, au départ de la guerre de Corée, le sort de l'aviation américaine semble scellé. Et pourtant, c'est l'inverse qui va se produire. C'est-à-dire que quand on fait les comptes et quand on étudie les statistiques des combats aériens, on s'aperçoit que pour chaque avion américain abattu par les Nord-Coréens, les Américains ont abattu 14 avions MiG. Donc il y a un paradoxe. Et ce paradoxe, c'est le colonel John Boyd, qui est un as de l'aviation américaine en Corée, qui va être chargé de l'expliquer. Et donc, il va étudier ses propres pratiques de combat aérien, la pratique de ses camarades. Il va essayer de conceptualiser le processus de prise de décision des pilotes américains dans les combats aériens. Donc, situation type où l'inattendu se produit en permanence. Alors, il montre d'abord que les pilotes américains gagnent leur duel parce qu'ils compensent les défauts techniques de leurs appareils en s'adaptant en permanence à l'action et à la situation, à l'action de leurs ennemis et à la situation et à leur environnement. Donc, ils sont toujours en train de se remettre en question. Les pilotes nord-coréens, eux, ils ont un outil qu'ils savent excellent, un avion, et ils ont été formés pour l'utiliser selon une méthode très linéaire, très doctrinale, avec des tactiques apprises en formation. Donc, en résumé, les Nord-Coréens, ils se reposent sur un modèle mental unique, qui est jugé comme le meilleur, et en théorie c'est vrai, alors que les Américains vont se challenger en permanence sur chaque prise de décision, sur chaque manœuvre de l'avion, et ils ont à leur disposition une gamme extrêmement étendue de possibilités et de modèles mentaux dans leur boîte à outils. Donc ce processus qui a été mis en lumière par le colonel Boyd s'appelle la boucle OODA. Et la boucle OODA, c'est utilisé en permanence dans toute opération de force spéciale. Donc dans cette boucle, comme on le voit, il y a 4 blocs. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les 4 blocs n'ont pas du tout la même importance. Les plus importants sont observer et surtout orienter. Donc observer, c'est collecter les informations. En fait, c'est un panorama, c'est un cliché de la situation à l'instant T. Vous allez prendre une photographie de la situation. Donc, l'effet nouveau, la situation, la position des avions, la météo, etc. Tout ce qui va être votre environnement à cet instant-là. C'est la situation perçue. Donc, c'est de la data brute. Vous allez le faire sans préjuger de l'importance de telle ou telle donnée par rapport à telle autre. Donc, vous ne faites pas du tout de réflexion, vous collectez de la data. Dans le deuxième bloc, vous allez orienter ces données et vous allez les orienter comment? En challengeant vos modèles mentaux. En fait, c'est ce qui va vous donner l'avantage sur ce que l'on observe. Vous allez
comprendre sur quel modèle mental vous allez pouvoir vous appuyer, son efficacité au regard de la situation perçue, et potentiellement en élaborer de nouveaux. D'où l'importance d'avoir une boîte à outils très bien équipée de différents modèles mentaux. Dans la phase décidée, c'est là que vous allez mettre en œuvre et rédiger, quand je dis rédiger, c'est mentalement, votre plan d'action que vous avez généré dans la phase précédente. Et on est conscient à ce moment-là que notre plan, il n'est pas parfait. Parce qu'il est fondé sur des données, le snapshot dont j'ai parlé au début, de l'observation, qui sont nécessairement déficientes. Il manque des datas. On n'a pas une vision exhaustive d'un combat aérien, on n'a pas une vision exhaustive d'un marché, on n'a pas une vision exhaustive d'économie mondialisée. Donc, on va définir un plan d'action qu'on sait imparfait. De plus, le monde, il a changé depuis qu'on a pris, ce cliché de la situation. Ça peut être il y a un quart de seconde, comme ça peut être il y a plusieurs mois. La Bukouda s'applique aussi sur des longs temps. Et enfin, notre action qu'on va conduire et la réaction de notre adversaire va modifier cet environnement. Donc notre plan d'action, on sait qu'il va être imparfait. On va le mettre en œuvre dans la phase agir, qui va produire du feedback. Et le feedback, ça va se résumer à des questions. Est-ce que ce que j'ai fait fonctionne? Sur quel modèle mental je me suis appuyé? Est-ce qu'il est performant? Si oui, comment je peux encore l'améliorer? Est-ce qu'il est toujours valable dans cette nouvelle situation? Maintenant que j'ai renvoyé mon feedback dans la phase observation, est-ce qu'il est toujours valable dans cette situation qui a évolué puisque mon action a changé le monde? Et la clé du succès dans la Bukouda, c'est de la faire tourner le plus rapidement possible. Parce que quand vous la faites tourner le plus rapidement que votre adversaire, c'est là que vous prenez l'avantage. C'est-à-dire que vous êtes capable de décider avant lui qui va se retrouver en position de réaction. Et quand je parle d'adversaire, ça peut être un adversaire économique, mais ça peut être tout simplement une situation. Ça peut être un virus, ça peut être le monde qui s'impose à vous. Petit exemple très rapide pour illustrer cette Bukouda auquel j'ai pensé cet après-midi. Désolé Michel, je n'ai pas fait de slide. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la tentative d'attentat qu'il y avait eu dans le Thalys il y a quelques années, où un terroriste s'était enfermé dans des toilettes d'un compartiment et son objectif était de sortir, d'avoir pris son arme, sa Kalachnikov, de sortir dans le compartiment et de tirer sur tout le monde. Et il n'a pas eu de chance. Dans le compartiment se trouvaient 3 soldats américains. Donc je crois qu'il y a un film qui a été fait par Clint Eastwood. Et ces soldats ont entendu le bruit très caractéristique d'une arme qu'on chargeait dans les toilettes. Donc ils avaient compris qu'il y avait potentiellement un danger dans les toilettes. Mettons-nous à la place du terroriste. Il est dans les toilettes, il a une Kalachnikov entre les mains. Il élabore son modèle mental. Il se dit, je vais sortir. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais sortir et je vais commencer à tirer. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont entendre le bruit, vont avoir peur, vont paniquer, vont partir loin de moi, vont partir dans la direction opposée pour sortir du compartiment. Certains vont se cacher. Et moi, je vais avancer. Je vais tuer ceux qui sont cachés et je vais aller vers le fond du compartiment. Ça, c'est ce qu'il prévoit. Pas de chance pour lui. Au moment où il sort, il voit 3 Américains qui, au lieu de fuir, viennent vers lui. Et là, il reste figé, c'est-à-dire qu'il n'a même pas ouvert le feu. Parce que son modèle mental s'est écroulé face à la Bukouda qu'avaient produite les soldats américains, qui eux ont fait le raisonnement inverse. Ils se sont dit, il y a un terroriste caché dans les toilettes. Il va sortir et il va tirer. Si on attend, si on fuit, si on crie, on n'aura jamais le temps d'atteindre le fond du compartiment et surtout, les autres n'auront pas le temps d'atteindre. Donc, il y aura des morts. Donc, le seul moyen, et de manière complètement contre-intuitive, en tout cas contre-intuitive vis-à-vis de notre instinct de survie, c'est d'aller vers le terroriste. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est comme ça qu'ils ont pris l'avantage. Donc, ils ont challengé leur modèle mental, qui était « je fuis, je me cache et ils sont passés à l'attaque. Donc, la Bukouda, c'est un processus qui permet de prendre des décisions dans un système dynamique, en fait, et en perpétuelle évolution. Et je pense que dans une situation actuelle, ça peut être extrêmement utilisable et extrêmement pertinent
dans à la fois des situations très brèves comme dans des situations beaucoup plus longues de définition d'une stratégie. Merci Sébastien. Alors, je suis sûr qu'on a plein de questions. Plein de questions. En tout cas, moi, j'en ai plein. Je vais vous laisser la parole. Qui veut poser une question? Personne? Si, moi j'ai une question. En fait, comment est-ce qu'on définit un EFR, comme dit Sébastien, au bon niveau? Parce que cette idée de l'effet final recherché ou du commander's intent ou on l'appelle comme on veut, mais en gros, ce que l'équipe qui est autonome et décentralisée et sur le terrain doit s'adapter aux circonstances pour faire. Quand on est un avion et qu'on a un avion en face de soi, bah, c'est assez simple, c'est d'abattre l'avion qui est en face et de ne pas se faire abattre, donc on comprend bien. Quand on est un commando qui a un objectif très précis, il faut que je détruise les canons qui sont sur la colline, bah, on comprend bien. Mais en fait, dès qu'on est dans une entreprise compliquée, on a du mal à trouver des exemples aussi simples. Est-ce que tu as des exemples qui nous aideraient à trouver le bon niveau? Parce que comme tu dis, gagner des parts de marché, c'est pas ça. Ça, c'est vachement important. Donc, quel est le bon niveau? Alors, le bon niveau, je pense qu'il faut qu'il y en ait plusieurs. C'est-à-dire qu'un EFR, il est défini, en tout cas dans les structures militaires, il est défini au plus haut niveau. Et il va être communiqué à l'ensemble des gens, des parties prenantes, mais au sens très large des parties prenantes. Ça peut être à la fois les grandes directions, les business units, ça peut être aussi parfois les sous-traitants, voire même ceux qui apportent de la valeur à l'entreprise par leur métier, les consultants par exemple. Cet effet final, il va être diffusé de haut jusqu'en bas. Après, chaque strate va définir son propre effet final recherché, qui va s'inscrire dans cet effet final recherché général. Je n'ai pas d'exemple qui me viennent là en tête, mais disons que si l'effet final recherché de Renault, c'est de lancer, alors je vais me passer dans le passé, de lancer une voiture électrique dans 5 ans, c'est précis. Tout le monde sait qu'il doit réfléchir à la façon dont on va lancer une voiture électrique. La production, les ingénieurs, la R&D va se dire, OK, comment on fabrique une voiture électrique? Donc leur effet final recherché à eux, c'est je dois trouver des solutions techniques pour mettre au point une voiture électrique, qui est cohérent avec l'effet final recherché du corporate. Le service marketing, lui, va penser comment je vais vendre une voiture électrique. Donc son EFR va être comment je vends une voiture électrique. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Le juridique va penser quelles sont les contraintes qui sont liées à la mise en place, à la stockage, je ne sais pas, au stockage, aux produits chimiques qui rentrent en compte dans la fabrication des batteries. Voilà. Et les achats vont se dire, on a besoin de matières premières pour les faire, où je vais trouver ces matières premières. Donc les effets finaux, il y en a de multiples. Ils sont tous, en fait, il faut qu'ils soient tous cohérents les uns aux autres. Et surtout, quand vous êtes le patron de Renault et que vous voyez que, je ne sais pas, la R&D travaille sur un nouvel alliage, vous savez que ces gens-là, même si vous ne comprenez pas ce qu'ils font, vous savez que cette équipe-là, elle sait que l'effet final recherché, c'est de mettre au point un véhicule électrique. En tout cas, c'est que Renault lance un véhicule électrique dans ces cas. Et donc, vous pouvez leur faire confiance. S'ils font des recherches sur cet alliage-là, c'est que ça rentre dans le grand puzzle de l'EFR. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Stéphane, tu avais une question aussi. Ça, c'est en top-down. Il y a beaucoup de situations managériales où on est en bottom-up, où un manager doit faire un reporting et dans le cadre de son reporting, doit amener son big boss à prendre une décision, une certaine décision. Et là, comment, pour compléter le point d'Olivier et votre réponse, comment on définit un EFR en bottom-up? Alors, je pense qu'il y aura toujours au moins
un EFR assez général de l'entreprise. Vous appartenez à une entreprise, vous savez ce qu'elle fait et vous savez en principe où elle va. Vous n'allez pas décider, enfin je pense, vous n'allez pas forcément décider à votre niveau euh, quelle est la vision à 5 ans ou la stratégie à 5 ans de l'entreprise. Vous avez toujours un cadre, même si on ne vous dit pas ce que vous devez faire, vous avez toujours un cadre. Et je trouve que c'est justement, je vais peut-être mal exprimé, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du top-down. Le top donne l'impulsion, le down donne le comment on va le faire, en fait. Et d'où l'importance du commandement décentralisé. C'est-à-dire que vous avez, en tant que patron, vous n'avez plus à vous occuper de faire faire. Vous avez besoin de fixer le cap, c'est tout. Et ça fonctionne, à mon sens, assez bien dans les entreprises où on promeut le bottom-up. Mais il faut quand même un cadre, il faut quand même que vous ayez une vision, un objectif qui soit fixé par le corporate. Enfin, moi, ça me paraît impossible que ce soit une business unit ou la R&D qui décide de la stratégie d'un groupe commandant, par exemple. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou... Oui, tout à fait. Je pense que dans des situations d'innovation et dans des situations de changement, le patron peut donner une impulsion, peut fixer un objectif, peut avoir une idée d'un certain nombre de voies et moyens pour atteindre cet objectif, qui sont son propre paradigme, sa propre manière de voir les choses. Et parfois, il peut y avoir des équipes stratégiques, encore situation vécue, où finalement, on sait que pour répondre à la question, et pour répondre de manière pérenne et pertinente et pérenne à l'objectif fixé, la solution n'est pas celle qui est envisagée par le patron. Et dans ce cas-là, il faut arriver à finalement découpler, et je reviens à l'objectif, à l'EFR, c'est que finalement, plutôt que de dire au patron, alors, oui, j'ai compris cet objectif et je te demande de valider une stratégie en 25 points, il faut savoir être finalement progressif et de dire, par rapport à cet objectif que tu m'as demandé, tu envisages ça, plan A, je vais effectivement répondre à A de telle et telle manière, mais en revanche, A va amener C et D. Et C et D, tu ne l'avais pas envisagé. Et je te demande de l'envisager. Et si je dis à mon patron, tu m'as demandé A, mais pour arriver à A, j'ai 27 étapes de A à Z, et il me faut un budget de 42 millions, et il me faut 6 mois, et il me faut ça, le patron, il bloque. Il me dit non, je t'ai demandé A, tu te démerdes. Et c'est là où la notion de FR s'impose, parce que finalement, faire changer le patron de point de vue, ça peut être une première manière de dire, attention, la première étape pour le changement du point de vue, c'est de faire prendre conscience au patron qu'il lui manque des paramètres ou qu'il y a un certain nombre de choses qu'il n'a pas considérées. Et c'est là où le FR, ça peut être de dire juste le premier point, attention, tu vas devoir envisager un changement de point de vue. Avant même de faire tout le raisonnement et avant de faire toute l'argumentation sur le nouveau business plan, le nouveau truc, le nouveau machin. Mais rien que cette première étape de dire j'ai bien compris l'objectif et j'ai bien l'intention d'y arriver, voilà. En revanche, pour atteindre cet objectif, il y a un certain nombre de paramètres qu'il faut faire valoir et je te demande d'être prêt à considérer de nouveaux paramètres. Et c'est en ça où, pour reprendre le point d'Olivier, en corporate, il y a souvent cette nécessité de challenger le poste, de challenger le status quo, de challenger le paradigme, de challenger le business model. Et c'est là où il faut être progressif et c'est là où la notion de FR est intéressante. Le FR peut être utilisé. En fait, ce qui marche très bien, c'est de poser la question. C'est-à-dire poser aux grands managers, aux dirigeants, la question qu'est-ce que vous cherchez à atteindre, en fait? Vous m'expliquez un plan, vous avez mis en place un plan, mais concrètement, quel est l'effet final recherché? Et souvent, quand on pose la question, et je l'ai fait en entreprise, on s'aperçoit que c'est très, très vague.
Et ça amène le dirigeant à se poser la question. OK, au lieu d'expliquer un plan et la façon dont on va le faire, la question qu'on me pose, il faut que j'y réponde. Donc, il faut que j'explique le bout du chemin, l'arrivée. Et à partir de là, la personne qui a posé la question peut se dire, oh, très bien, j'ai compris où vous voulez aller. Maintenant, j'ai 12 scénarios possibles, dont certains dépendent de nos investissements, certains dépendent de nos choix, et d'autres vont nous être dictés par la situation et l'inattendu. Du style, on ne peut plus bosser pendant 2 mois. Voilà. Ça va être des chemins, des scénarios que vous allez devoir mettre en place, mais à partir du moment uniquement où vous avez bien fait formuler l'effet final recherché par le dirigeant. J'ai souvent coutume de dire, et pour l'avoir vécu, et on l'a tous vécu dans les unités où je suis passé, un bon leader, il lead vers le bas et il lead vers le haut. C'est-à-dire qu'il doit être capable de remonter la chaîne de commandement pour faire modifier les choses. Ça arrive tout le temps. On peut vous donner un objectif qui vous paraît, vous, chef tactique, complètement absurde. Et un bon moyen, quand vous êtes opposé, alors le simple opérateur de force spéciale, lui, il va râler, il va dire c'est n'importe quoi, on s'envoie un casse-pipe, etc. Le bon leader, lui, il ne fait pas ça. Il prend son téléphone ou sa radio, il appelle son chef et il dit très bien, j'ai compris qu'on devait aller sur tel objectif, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer, j'ai besoin de comprendre, qu'est-ce que vous attendez? Quels sont les effets finaux recherchés que vous attendez? Et là, si on n'a pas de réponse, en général, il y a un contrôle qui arrive dans la foulée, on dit, et vous, mon jeune ami, à quoi vous pensez? Il faut l'idée vers le haut autant que vers le bas. Mais c'est là où je réagis sur l'exemple donné voiture électrique. Il y a des objectifs qui sont des objectifs long terme et qui sont liés à la stratégie de l'entreprise long terme. Et pour ça, il y a des mécanismes de communication qui sont bien rodés, il y a des mécanismes, il y a des management meetings, il y a des trucs et des machins. Mais il y a le quotidien qui fait que il y a la nécessité de mettre en place des boucles retour plus rapides sur des choses plus tactiques qui sont nécessaires. Et c'est là où parfois Guy Philippe n'est pas d'accord. Philippe, on va lui donner la parole. Peut-être qu'on peut. Je voudrais juste en profiter. Ensuite, on donne la parole à Guy Philippe. Parce que d'habitude, on interroge nos intervenants. Là, j'aimerais bien qu'on vous interroge tous. On a la chance d'avoir un petit outil qui nous le permet. Donc, je voudrais faire un test. On a préparé un sondage pour vous interroger tous, pour savoir si vous avez déjà élaboré des plans de gestion de crise ou même des scénarios planning dans vos entreprises ou dans vos organisations. Donc, on va faire un premier test. Je vais ouvrir le vote. Si vous pouvez répondre aux questions. Est-ce que vous les voyez, les questions? Avant la crise, votre entreprise élaborait-elle des plans de gestion de crise? Oui, non, je ne sais pas. Et avant la crise, avez-vous déjà participé à des exercices de simulation pour valider les plans de crise? Tout le monde a voté? Tout le monde a voté? C'est bon? Oui. Intéressant de voir que, grosso modo, vous êtes majoritaire à avoir élaboré des plans de gestion de crise, mais majoritaire à ne pas les avoir simulés. Est-ce que ça sert à grand-chose de faire des plans de gestion de crise? On va voir ça avec Guy Philippe. J'ai deux autres questions. Deux autres questions. La première, dans la seconde pour être plus précis. Scénario planning. Est-ce que, avant la crise, votre entreprise faisait du scénario planning? On appelle le scénario planning, c'est étudier les opportunités associées aux différents scénarios futurs de rupture possibles. Ça vote. Est-ce que tout le monde a voté? Est-ce que quelqu'un n'a pas encore voté? Non? Ok. Donc,
majoritairement, non. Une bonne partie de je ne sais pas. Et certains, oui. Tiens, intéressant. J'aurais bien aimé savoir dans quelle entreprise vous faites du scénario planning. Quelqu'un qui a voté oui? Oui, moi. Virginie, ok. Ouais, Sanofi. j'essaye de remettre ma caméra, mais attends. Vous avez fait du scénario? Oui, oui. Ouais. Oui, on en fait, mais on le fait par rapport à des menaces très spécifiques. C'est-à-dire que si on pense qu'il va y avoir alors pour nous, donc on est dans la pharmacie, donc on va regarder des affaires de prix, des affaires d'accès. Donc c'est quand même assez biaisé à mon sens parce que du coup on ne regarde pas la totalité des hypothèses. C'est-à-dire qu'on fait du scénario planning par rapport à des menaces qui à mon avis n'est pas exactement la façon dont il faudrait le faire. Et on ne cherche pas tellement les opportunités en fait en faisant ça, ni on regarde la totalité de ce qui, enfin, ni on n'a pas un angle, une approche assez large. C'est très réactif. C'est plus de la gestion de crise, non? C'est de la gestion de risque. C'est plus de la gestion de risque. On appelle ça scénario planning, mais dans la partie, c'est plus de la gestion de risque. Absolument. Je suis d'accord. C'est le problème, pardon. C'est le problème de la gestion de crise, c'est-à-dire que c'est des termes assez flous, personne n'a les mêmes référentiels pour voir la même chose. Le scénario planning, c'est extrêmement intéressant à partir du moment où c'est extrêmement ouvert, c'est-à-dire que c'est place à l'imagination et envisageons tous les scénarios possibles. Et ça s'accorde assez peu avec le risk management, qui lui est une discipline un peu mathématique, où on aime bien les petites cases et les tableaux Excel. Et entre les deux, il y a parfois un grand écart à mener. Et c'est pour ça qu'il faut être très, très, très précis sur les termes en entreprise pour bien comprendre de quoi on parle, en fait. J'avais une troisième question, mais Stéphane, tu voulais réagir rapidement peut-être? Juste pour confirmer, de dire que nous, on avait des scénarios planning et clairement, la question de la pandémie a été abordée. Et donc, on a fait un grand bouquin en disant, il va y avoir, en risque de pandémie, qu'est-ce qui se passe? Le monde s'écroule et tout était écrit. Mais voilà. Et de l'autre côté, on a un centre de commandement opérationnel qui dit, en cas de neige, en cas de volcan, en cas de truc, qu'est-ce qu'on fait? Et paradoxalement, notre capacité à réagir à un volcan qui pourrit l'espace aérien du jour au lendemain, on est capable de mettre tout le monde à l'abri en 24 heures. Et en revanche, une pandémie, on ne sait pas gérer. C'est encore une fois de la gestion de risque. Hein. Le scénario planning, c'est vraiment d'identifier des opportunités de business et des modifications radicales de business en fonction de situations qui changent dans l'environnement. Ça, c'est différent. C'est là où il y a probablement un… C'est-à-dire que nous, on aborde le risque et on n'aborde pas l'opportunité. C'est ça. Alors, dernière question, et ensuite on passe la parole à Guy Philippe qui trépigne depuis 1 heure, je sais. On te connaît, Guy Philippe. Dernière question. Est-ce que vous pensez qu'après la crise, la donne a changé? Et est-ce que vous pensez que maintenant, la planification de scénarios et l'anticipation des opportunités, évidemment des risques, mais surtout des opportunités, sont devenues une activité indispensable dans les entreprises? Bon, je pense que vous avez tous voté là, presque tous. Bon, majoritairement oui. Ça, c'était peut-être une question biaisée. Une question biaisée. Olivier, tu nous diras si la question était biaisée ou pas. On t'entend pas. Pas du tout, tu nous as juste aidé à trouver la réponse. C'est pas pareil du tout. C'est ça, c'est bien ce que je pensais. Bon, eh bien… on va passer la parole à Guy Philippe. Alors, est-ce qu'on présente Guy Philippe? Je pense qu'on le connaît tous. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ouais. Juste dire quand même que tu es intervenant à l'école de guerre économique et que ça, c'est toujours pour moi un énorme mystère. Alors, si tu peux nous dire en 30 secondes ce que c'est que l'école de guerre économique. Écoute, c'est une école qui s'est créée il y a 20 ans. Initialement avec un prof qui s'appelle Christian Arbelot et puis un militaire dont j'ai d'ailleurs oublié le nom. Qui était beaucoup autour des questions, on va dire, de sécurité économique, de ce qu'on voit beaucoup dans la négociation des grandes affaires où il y a beaucoup de risques. Et puis aujourd'hui, ça évolue. Évidemment, les aspects cyber sont de plus en plus importants. Et moi, j'interviens en tant qu'enseignant sur ces questions de cyberpuissance donc à l'école de guerre économique. Je me trouve juste à côté de la vraie école de guerre, entre guillemets. Et je participe aussi à des réflexions autour justement de la résilience,
qui est Bon, bah, ça tombe bien, c'est le thème de. Eh ben voilà, Hein. c'était pour faire le lien. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle la résilience, surtout, et comment est-ce qu'on transforme une entreprise, une organisation de manière générale, pour faire en sorte qu'elle devienne résiliente? Eh ben, écoute, je te remercie de me poser ces questions-là et puis je vais essayer d'y répondre. Pas du tout préparé, pas du tout. Pas du tout préparé. On peut commencer dès la première slide, à savoir qu'effectivement, on parle de résilience, on ne parle plus aujourd'hui de résistance ou de protection. Alors, j'utilise des vocables qui sont très proches de mon univers personnel, qui n'est pas celui du renseignement ou des unités spéciales, mais qui est plutôt celui du cyber et puis aussi de la compréhension des organisations. Et où là, effectivement, on a accepté que le choc va venir quoi qu'il arrive. Donc, on accepte que le choc arrive. Ce qu'on va essayer de faire, c'est évidemment d'amortir et de réduire le coût de ce choc-là. Et c'est pour ça qu'on utilise ce terme qui est devenu un peu fourre-tout de résilience, parce que résilience, ça vient de résiliare, du latin rebondir. Et je rebondis, ça veut dire que j'ai bien pris un premier choc, et puis après, paf, j'ai touché le fond de la piscine, et je vais être capable de remonter. Ce qui est intéressant derrière ça, c'est qu'on est face en fait à un processus où on apprend une nouvelle situation, on va essayer de s'adapter et on va essayer de rebondir. Et le fait qu'on soit capable de rebondir, c'est précisément le fait qu'on a été capable de s'adapter. Et c'est là où d'ailleurs je rejoins ce que Sébastien a évoqué sous le vocable de la boucle OUDA, qui est aussi énormément utilisé en cybersécurité, où quand on a plusieurs boucles OUDA qui se suivent, eh ben, on observe, on va orienter sa décision, on va décider, on va agir, et puis on voit les effets de sa décision, de son acte, et on va continuer à observer, orienter, etc. Et au fil et à mesure où on va enfiler les boucles OUDA, eh ben justement, on va apprendre, c'est-à-dire qu'on va s'adapter de façon de plus en plus rapide. Alors, s'adapter, ça repose sur 3 piliers. Donc ça, c'est un modèle mental que je propose. Et donc, si j'ai bien écouté Sébastien, vous le regardez, vous l'apprenez et puis vous l'oubliez tout de suite après. En tout cas, vous le challengez durement. Mais en gros, il y a 3 éléments clés justement dans cette adaptation. La première, c'est de préparer l'organisation et d'être capable de réagir dans la crise. Et on va voir ce que ça veut dire réagir dans la crise. La deuxième, c'est également d'absorber le choc. Alors, pourquoi on absorbe le choc? Parce que justement, on va essayer d'amortir le coût de la crise. Et puis, le troisième point, qui est aussi important que les 2 autres, c'est d'être capable de réagir dans la crise avant que la crise n'ait lieu. En gros, c'est de se préparer. Alors, l'ensemble de ces 3 piliers répond en fait à un objectif fondamental qui a été évoqué par Sébastien et qui est celui d'aller vite, d'aller plus vite que la menace. Il faut bien comprendre qu'une crise, c'est une course de vitesse. Et en gros, c'est une course d'adaptation entre 2 pôles, les gentils, entre guillemets, ou nous, voilà, ceux qui défendons. Bon. Et puis de l'autre côté, entre guillemets, les méchants, et ça peut être un pathogène, et ça peut être un adversaire militaire. Ce qui est en jeu dans cette course de vitesse, c'est que si on réagit mal, c'est-à-dire si on réagit trop lentement, il va y avoir un déferlement de mauvaises nouvelles pour lesquelles il va falloir prendre des décisions et que tout ça va finir par engorger les centres de décision. Et si les centres de décision sont trop engorgés, on atterrit sur ce que le grand stratège britannique Liddell Hart appelait la paralysie stratégique. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable de décider. L'exemple qu'on a eu de l'attaque terroriste dans le Thalys, c'est un très bon exemple de ça. On atteint la paralysie stratégique et quand on est au niveau de la paralysie stratégique, entre guillemets, on a perdu la partie. On est mort. Et on l'a vu avec la crise Covid, quand on réagit trop lentement, pas assez vite, entre guillemets, c'est pas qu'on est mort, mais c'est qu'il y a tout d'un coup trop de morts. Donc le point, il est fondamental, il a été évoqué par Sébastien, mais je veux vraiment insister là-dessus, c'est une question de vitesse, savoir régler une crise. Bon, alors comment on gagne cette course contre la montre? Premier point, il faut avoir l'organisation qui permet de réagir rapidement. La crise Covid, à nouveau, a été assez finalement caricaturale par rapport à ça, parce qu'elle a opposé d'une certaine façon un modèle français qui est très centralisé, où l'ensemble des décisions sont prises du haut du château, et par rapport à, par exemple, un modèle allemand avec les Länder, qui est beaucoup plus décentralisé. Bon.
Et on voit bien dans cette opposition entre ce qui s'est passé dans la crise Covid en France et en Allemagne, qui a réagi le plus rapidement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu dans la crise Covid, mais on peut remonter en fait au début de la révolution industrielle et au début de la grande opposition entre la France et l'Allemagne, entre d'une part le modèle de notre saint national qui est Napoléon, mais qui est un modèle extrêmement centralisé, puisque Napoléon, du haut de sa colline, est capable de définir la stratégie de nous faire gagner la bataille d'Austerlitz, et à partir de là, il est capable de transformer l'État, et tout part de la tête de l'État. Et puis, d'un autre côté, un modèle qui a été développé par un intellectuel militaire prussien, un très très grand général, Helmut von Moltke, et qui a justement développé un modèle qu'il a appelé Auftragstaktik, justement comme une des leçons tirées de ce qui s'est passé avec les conquêtes napoléoniennes. Et Auftragstaktik, Mission Command, comme ça a été intégré après dans l'OTAN et intégré dans beaucoup de forces militaires, c'est précisément les éléments qui ont été déjà un petit peu évoqués par Sébastien autour de la vision, de la décision et de la communication. Alors la vision, c'est tout le débat qu'on a eu. La vision vient du chef, du grand maréchal. Mais cette vision doit être la moins riche en détails, de façon à laisser l'autonomie de décision pour les unités de terrain. Et ça, c'est un point qui a été évoqué et c'est un point qui est absolument fondamental. Et donc, il faut une vision stratégique qui soit assez précise, qui soit assez ancrée, mais pas trop ancrée, qui abandonne tous les détails nécessaires de façon à ce que les détails soient donnés dans l'exécution opérationnelle, dans toute l'autonomie des unités de décision. C'est un point très important. Et troisième point, la communication. Il faut que toutes les unités soient évidemment acceptent et digestent la vision qui est donnée par le chef, mais soient capables d'exécuter à leur façon et en même temps soient capables de comprendre ce que tous leurs petits camarades, toutes les autres unités sont en train de faire, de récupérer d'une certaine façon une vision de terrain globale. Alors, l'exemple le plus terrible de ça, pour nous Français, c'est ce qui s'est passé en mai 1940, où on a la bataille de France qui a été perdue par les Français, parce qu'on avait des tanks d'excellente qualité, on avait aussi une aviation d'excellente qualité, nous, Français et Britanniques, mais les Allemands nous ont battus parce que justement, ils avaient cette organisation Auftragstaktik où il y avait une vision d'ensemble qui était celle de traverser les Ardennes et de prendre en tenaille les forces britanniques et françaises. Il y avait cette autonomie de terrain et d'ailleurs une autonomie du général Gunderian qui parfois n'écoutait pas les ordres de Hitler, donc ils s'en foutaient un petit peu de la tête la plus élevée. Et puis cette communication qui s'incarnait par la radio entre les différentes unités militaires, alors que nous en France, on attendait un ordre d'un général qu'on avait par un téléphone et c'était compliqué à obtenir. Bon. Et le point clé là-dessus, à nouveau, c'est la rapidité. Parce que la traversée des Ardennes avait été identifiée par l'état-major français. Par contre, jamais ils avaient identifié que ça pouvait aller aussi vite. Ils pensaient que ça serait très long. Et c'est là où, à nouveau, entre guillemets, on s'est planté. Alors, on a vu, l'organisation, elle est fondamentale, mais il n'y a pas que ça. Alors, quels sont les autres éléments pour gagner du temps? Notre élément pour gagner du temps, eh bien, c'est d'être capable d'absorber le choc. Nous laisser le temps de réfléchir à la meilleure réaction. Alors, dans l'histoire, ça aide, par exemple, lorsqu'on a un grand espace tampon qui permet de voir arriver les forces adverses. Donc, lorsqu'on est la Russie et qu'on bénéficie des larges et longues plaines russes, eh ben, on a le temps d'avoir cet espace tampon dans lequel des forces ennemies, que ce soit celles de Napoléon, que ce soit celles de Hitler, vont avoir le temps de s'embourber. Et donc, ça aide. Bon, quand on n'a pas pour soi l'opportunité d'avoir l'immensité des plaines russes, on peut dédoubler ces équipements par du matériel qui n'est pas forcément le plus performant, mais qui va offrir du backup, qui va offrir cette redondance matérielle nécessaire qui permet d'absorber le choc. Je donne un exemple, c'est ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, depuis une loi qui est passée au Sénat américain à la mi-2019, où on demande au système de distribution électrique de non seulement avoir des systèmes de commande et contrôle électroniques, logiciels, mais aussi d'avoir des vieux systèmes électromécaniques, de façon à ce que si l'un des systèmes tombe en rade, en particulier si c'est une cyberattaque, eh bien, il restera les systèmes électromécaniques qui peuvent être rétablis de façon manuelle. Bon.
Et puis, ultime point, lorsqu'on n'a pas ni la redondance matérielle ni la redondance spatiale, qu'on n'a pas l'espace qui nous permet d'absorber le choc, il nous reste la possibilité d'élargir le temps d'horizon. Et ça, c'est ce que fait les entreprises avec la veille, et puis c'est ce que font les États avec les opérations de renseignement. Je donne un exemple, c'est celui d'Israël, évidemment, qui est par définition dans le cadre des différents combats militaires entre les grands États arabes entre 1948 et 1982, un pays qui n'avait pas de profondeur stratégique et qui a essayé de compenser cette profondeur stratégique par une très forte qualité de renseignement qui permet de rétablir un horizon de temps et donc de se préparer. Mais on le voit aussi avec la crise Covid. Un petit pays qui était juste en face de la Chine, Taïwan, mais vraiment tout près justement de la Chine et qui se savait vraiment au bord du risque dès s'il y avait un cas de crise épidémique en Chine, ce qui était un scénario connu, eh bien, Taïwan a développé des éléments de renseignement, même du renseignement public, et était très sur les réseaux sociaux chinois, en particulier les réseaux sociaux chinois où il y avait des gens qui venaient des institutions médicales. Et c'est comme ça que Taïwan, dès la fin 2019, a détecté que tout d'un coup, il y avait une pneumopathie bizarre qui avait émergé à Wuhan et qui a donné l'alerte à la toute fin de 2019. Bon. Donc, on voit qu'effectivement, ça peut aider. Mais même si on sait et même si on a le temps, il reste la question, OK, mais comment je me prépare? Comment ne pas être démuni par rapport à ce qui peut m'arriver? Et c'est là où, troisième point, il y a toute cette question d'être capable de réagir avant la crise et donc de préparer la crise avant qu'elle n'arrive. Et ça, c'est ce que l'on voit avec la slide suivante. Et c'est typiquement cette planification qu'on a évoquée et qui se fait en deux temps. On peut réfléchir évidemment à la préparation d'un plan de reprise d'activité, plan de continuité d'activité, plan de réponse à l'incident, mais il faut être capable de le tester, de le jouer. Et ça, c'est toute la tradition des wargames, des exercices de simulation, et on remonte à nouveau à cette réaction prussienne face à la défaite napoléonienne, parce que là aussi, ça fait partie d'un art militaire qui est né au XIXe siècle dans cette nouvelle école militaire de Berlin, où l'objectif était bien de jouer plusieurs fois des affrontements pour voir effectivement qu'est-ce qui collait, qu'est-ce qui ne collait pas. Bon. Et à nouveau, je me replace dans la crise Covid-19. Là encore, on voit l'impact très fort de cette capacité à non seulement préparer, faire des plans, mais entre guillemets à les jouer. Et je donne l'exemple de la Corée et du Korean Center for Disease Control. Parce que eux, dès 2015, ayant été frappés par le MERS, ont développé des nouveaux plans et ont réactualisé leurs plans. Toute l'histoire des tests qui étaient faits dans les drive-thru avec les voitures qui arrivaient, eh bien ça vient de plans qui avaient été rédigés en 2018. Mais après ça, ils ont fait des exercices de simulation. Ils ont fait en particulier un grand exercice de simulation en décembre 2019, où ils ont testé quoi? Eh bien, ils ont testé une pandémie de coronavirus qui pourrait venir de la Chine. Donc, ils étaient prêts. Résultat des courses, ils ont fait 100 fois moins de morts par million d'habitants que nous, Français. Bon. Alors, ces exercices de simulation, ils sont très importants parce qu'ils permettent d'une part de comprendre une situation à 360 degrés et de se mettre dans la place de différents acteurs. Ils permettent également de penser à la manière dont un groupe peut réagir, parce que souvent, on ne réagit pas seul, mais on réagit en collectivité, on réagit en équipe, et donc de faire jouer l'équipe. Et puis, évidemment, il permet de tester des stratégies. Ça, c'est quelque chose d'assez fondamental. Et un autre exemple de ça, c'est la crise de Cuba en 1962. Lorsque la crise a eu lieu, les généraux américains, eux, ils avaient une réponse qui était toute prête, qui était « on va aller bombarder Cuba ». Bon, maintenant, on le sait, si on l'avait fait, ça aurait été très problématique parce qu'apparemment, il y avait déjà des débuts d'ogives nucléaires qui étaient montés à Cuba. Et donc, s'il y a eu un bombardement, peut-être que ça aurait pu très, très mal tourner. Heureusement, McNamara et certaines de ses équipes au Department of Defense avaient fait des exercices de simulation dans des situations plus ou moins similaires quelques mois plus tôt, où avait émergé un petit peu du chapeau une solution intermédiaire qui était celle de l'embargo. Et c'est parce que cette solution avait déjà été testée, identifiée, qu'on a pu rapidement la mettre en place. Bon, c'est peut-être aussi un petit peu ce qui nous a sauvé la mise à nous tous. Alors, c'est très bien, et on voit que ça peut être très utile. Néanmoins,
on se rend compte que parfois, même lorsqu'on fait ces exercices de simulation, eh ben, ça ne bouge pas. Alors, exemple à nouveau terrible lié à la crise Covid, Lisa Monaco, qui était du National Security Council de Obama, a fait jouer à une simulation, à Wargame de pandémie à toute l'équipe de Trump lors de la passation de pouvoir en 2017. Bon, on ne peut pas dire malheureusement que les leçons ont été retenues de façon brillante par l'équipe Trump. Donc on voit bien que si on n'est pas capable de tenir intellectuellement l'ensemble de la direction sur ces situations-là, ben même en ayant joué, même en ayant montré ce qui peut se passer, ça ne prend pas. Et d'où l'importance, en fait, au niveau national, de réfléchir à pourquoi et donc quels peuvent être les impacts. Et lorsque je me projette dans un niveau corporate, les impacts, c'est précisément combien ça coûte. Alors, c'est l'ultime réflexion que je propose, ce combien ça coûte. Et ça, c'est ce que j'ai vu dans les crises cyber, sur une étude co-réalisée avec mes camarades de PwC et du groupe Cyberintelligence, de PwC, où on s'est posé la question, un type de crise qui sont les crises cyber, qu'est-ce qui se passe sur la valeur d'entreprise? Bon, et on s'est rendu compte qu'en gros, il y avait des comportements divergents. On voyait des entreprises résilientes et des entreprises non résilientes. On le voyait très bien au bout de 12 mois. On voyait qu'au démarrage, les deux groupes avaient à peu près le même comportement et que le cours de bourse s'effondrait au bout de 21 jours de trading, en gros au bout d'un mois de trading. Les deux baissaient d'environ 9% en moyenne du cours de bourse. Mais après, on voyait cet écart entre celles qui étaient capables de rebondir et celles qui ne rebondissaient pas, pour plein de raisons, etc. Mais que, in fine, l'écart, c'était 25% de la valorisation de l'entreprise. Donc, combien ça coûte de ne pas être résilient versus être résilient? C'est 25% du cours de l'entreprise, de la valorisation patrimoine, de la valorisation de l'entreprise. Et ce type d'incident, d'autres études ont montré que dans les grands groupes, ça arrive en moyenne 80% du temps tous les 5 ans. Donc vous faites le calcul et vous vous rendez compte que si vous pouvez éviter une perte de 25% de la valeur d'entreprise, ça vaut le coup d'investir un peu sur ces questions de résilience qui nécessitent de réorganiser l'activité, qui nécessitent d'avoir ces éléments de redondance qui coûtent de l'argent et aussi ces éléments d'exercice de planification et d'exercice stratégique qui coûtent aussi un petit peu d'argent, mais peut-être pas autant que l'argent qu'on pourrait perdre si on n'est pas résilient. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour Guy-Philippe? Est-ce que vous avez des questions? Il y a quelques questions que j'aimerais poser sinon, mais allez-y. Personne? C'est peut-être pas une question, mais plus quelque chose qu'on a retrouvé à la fois chez Sébastien et chez Guy-Philippe, qui pour moi est difficile à transposer en entreprise et qui est un point central dans ce que vous décrivez, c'est la capacité de laisser une certaine autonomie d'action quelque part au terrain. C'est ce que vous expliquiez tous les deux. Donc, à la fois fixer un cadre, ne pas les submerger d'informations et non plus de directives. Alors, je comprends que dans un environnement militaire qui est certainement plus discipliné qu'une entreprise, ça fonctionne assez bien. Mais quelles recommandations vous auriez pour qu'on le fasse fonctionner aussi en entreprise où la tentation est toujours d'aller accompagner, s'assurer que tout se passe comme prévu et donc de tout contrôler et de ne pas écouter les remontées d'informations? Eh bien, Virginie, vous avez donné la réponse et la solution. Et ça rejoint, en fait la conversation qu'on a vue avec Sébastien, Olivier et Stéphane, qui est vraiment le rôle du patron, justement. Alors, quand je dis le patron, je vais vraiment mettre tout à la tête de la direction, et ça peut d'ailleurs être une direction collégiale, hein, mais qui est vraiment de l'identification d'un axe stratégique fort, qui est un pari d'une certaine façon de l'entreprise, mais un axe stratégique fort, idéalement transverse à l'ensemble de l'organisation, qui doit répondre au fameux pourquoi qu'évoquait Sébastien. Et à partir de là, laisser pas mal effectivement de latitude aux unités en dessous pour exécuter à leur façon cette vision stratégique. Parce que le problème, c'est que si vous êtes trop directif et prescriptif, qu'est-ce que vous allez faire? Vous l'avez senti vous-même. Vous allez totalement paralyser les équipes. Si vous paralysez les équipes, vous ne faites pas vivre l'intelligence du terrain, à savoir ce que des gens dans certains départements ou dans certains marchés ou dans certaines unités vont avoir comme intelligence locale qui leur permettent en fait d'être beaucoup plus réactifs. Donc, est-ce qu'il y a un art écrit en bonne et due forme
sur l'application de tout ça? La réponse est simple, non. Il y a encore beaucoup de choses à construire. Est-ce qu'en France, on est bon là-dessus? La réponse est encore plus simple, absolument pas. Ça dépend des organisations. Mais le problème, c'est qu'en France, on a un modèle national qui, après, malheureusement, se communique à l'ensemble des autres modèles, des modèles corporels, parce qu'en plus, on a des élites qui sont un peu fabriquées dans le même moule, hein, à savoir, à nouveau, on va chercher les gens des grandes écoles, c'est le modèle napoléonien, les gens ultra brillants, qui savent tout. Et ça, évidemment, ça marchait très bien du temps de Napoléon et des batailles napoléoniennes. Mais ce qu'avait anticipé Helmut von Moltke, c'est que très rapidement, on est dans un monde proto-industriel, puis industriel, qui devient beaucoup trop complexe. Et qu'avoir juste une personne qui est capable de tout en haut de donner les bonnes décisions, en fait, ça ne fonctionne pas. Bon. Alors, il y a des exemples. Je pourrais donner un exemple, mais c'était dans la poursuite de la conversation qu'il y a eu entre Sébastien, Olivier et Stéphane. General Electric et son grand patron, dont le nom m'échappe, avait donné une vision stratégique, le fameux Six Sigma. Bon, donc ça, c'était un axe. On va tout miser sur la qualité absolue, la qualité comme point de différenciation. Bon. Et d'ailleurs, si on n'a pas d'unité qui arrive à ce niveau de qualité, aussi d'ailleurs évalué sous le nombre des parts de marché, mais ce qui était fondamental, c'était de suivre cette méthodologie Sigma, eh bien, on va s'en débarrasser. Bon. Et là, on voit un exemple d'une vision stratégique qui, derrière, recoupe une ambition, évidemment, compétitive, mais pas que, et qui est très transverse à l'ensemble de l'organisation. Bon. On entend aussi plein de choses sur les questions de transformation numérique. Je donne un exemple, mais ça reboucle sur la question que posait Sébastien, qui est la question du pourquoi. Donc moi, un de mes clients en ce moment, c'est un client dans l'univers de l'immobilier qui voulait aller dans la transformation numérique. La principale question que j'ai posée pendant le démarrage de l'émission et encore la moitié, c'est pourquoi il voulait aller dans la transformation numérique. Bon, parce qu'initialement, il y avait peut-être des accès de compétition, de conquête de parts de marché, mais qui n'étaient pas très clairs, et que derrière, on n'avait pas forcément compris les tenants et les aboutissants de cette fameuse transformation numérique, de ce que ça voulait dire aussi. Tout ça pour dire que je ne veux pas noyer le poisson, mais la question des visions et en fait de la définition de l'axe stratégique, c'est encore un peu un art aujourd'hui. Mais on sent bien que A, idéalement, elle est transverse. B, idéalement, elle est circonstancielle. Je reprends le terme de Sébastien. C'est-à-dire qu'on doit quand même arriver à un objectif de temporalité. Bon. Quand on parle d'innovation, il y a des boîtes de conseil qui vont dire il faut qu'il y ait X% de l'EBITDA qui soit réalisé par des services nouveaux qui n'existaient pas au cours des 3 dernières années, etc. Bon. Et qu'on doit atteindre ça dans X années. Bon. Donc, arriver à le circonstancier. Et puis, donc, effectivement, il faut un élément de simplicité. Ça, c'est très important aussi, parce que si l'objectif est trop complexe, ce qui veut dire d'ailleurs souvent qu'il a été trop détaillé, donc déjà, on peut le recaler, eh bien, on ne pourra pas laisser, il sera mal compris, on ne pourra pas laisser les unités, entre guillemets, locales, mais ça peut être aussi le département, bien s'en saisir, bien le digérer et bien l'exprimer à leur niveau local. Donc, un ingrédient, à mon sens, c'est la culture, enfin les aspects comportementaux. Parce que même si tout ce que tu décris est juste ou est fait, il y a quand même une façon de se comporter dans les entreprises et peut-être plus comme on a un contrôle sur des modèles peut-être plus français qui sera un inhibiteur en tout cas de l'EFR. Peut-être que vous pouvez dire un mot sur la culture, effectivement. Comment est-ce qu'on peut développer à la fois une culture de résilience, une culture qui est capable dans l'organisation de préparer, anticiper les risques et les opportunités. Alors, je voudrais juste me saisir de la parole, cette fois en tant qu'auteur de fiction, d'anticipation, pour marteler un message qui pour moi est très important, juste celui-là. C'est la nécessité de ne pas avoir peur d'avoir peur et de confronter ses cauchemars. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. La différence entre la panique et le stress positif, c'est la préparation. Et pour se préparer, il faut d'abord avoir été déjà confronté à ces peurs. Donc, et je dis ça parce qu'on a entendu un discours autour du Covid
plus ou moins, comment dire, qui tournait plus ou moins d'un État qui ne voulait pas effrayer la population. Je compare ça, par exemple, par rapport à Israël, où la culture, justement, est complètement inverse. Où là, au contraire, on se dit, c'est pas grave. Il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de confronter ces cauchemars. Et c'est parce qu'on est préparé après qu'on ne va pas paniquer. Et donc, on évite le cercle vicieux. Ben, je n'ai pas préparé ma population, donc j'ai encore moins envie de leur dire qu'il y a quelque chose de grave qui pourrait arriver. Et je m'enferme dans un truc qui fait que peut-être à la fin, il y aura une panique. Bon. Ça, c'est un point qui est un point qui est fondamental et qui nécessite aussi beaucoup d'imagination, beaucoup de curiosité, beaucoup d'exploration. Et de confiance en soi. Et de confiance en soi. Alors, je vais laisser Sébastien parler sur la question de la confiance en soi, parce que là, je pense qu'il aura des choses encore plus pertinentes à dire. Alors, avant, j'aimerais bien réagir sur la question de Virginie. C'est vrai qu'on s'est livré à un exercice un peu de dissection clinique de la méthodologie, des méthodes des forces armées ou des forces spéciales et comment on peut les appliquer à l'entreprise. Donc, c'est assez hors sol. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé un point qui, moi, me tient énormément à cœur et que vous avez soulevé, Virginie, qui est celui de la culture. Et surtout, comment on réussit à faire cette révolution, en fait, dans les entreprises, ou cette transformation. Vous donniez l'exemple de l'armée en disant c'est très discipliné, ça fonctionne. Et justement, c'est quand on voit ce qu'était l'armée il y a quelques années, quelques décennies, c'est-à-dire une structure hyper pyramidale, sans communication, pas de transverse, aucune initiative laissée aux opérateurs, aux collaborateurs, ça a complètement changé. Et ça passe comment? Ça passe par notre culture de leadership, en fait. Alors, ça a commencé dans les forces spéciales, mais maintenant, ça commence à essaimer un peu dans toutes les armées, c'est-à-dire qu'on prend en considération le soldat. Alors qu'avant, c'était quelqu'un dont on connaissait à peine le nom et à qui on donnait des directives extrêmement précises. On a un système complètement fordien de l'armée qui n'existe plus. Et ça passe par vraiment... il faut que le collaborateur se sente en capacité de proposer et de sortir de ce rôle-là qui est vraiment circonscrit, qu'on a circonscrit pour lui. Et ça passe, en tout cas, nous, tel que nous on l'a vécu, ou tel que moi j'ai pu le vivre, ça passe par un principe de responsabilité, c'est-à-dire une responsabilité absolue des leaders sur non seulement leurs actions, sur les actions de leurs subordonnés, mais sur tout ce qui impacte leur mission. Et à partir de ce moment-là, vous offrez une sécurité à vos collaborateurs. C'est-à-dire que si vous êtes capable d'assumer tout ce qui se passe dans l'unité de travail, dans la direction, dans l'entreprise, parce que vous en êtes responsable. Si un de vos collaborateurs commet une erreur, c'est avant tout parce que vous avez, et c'est comme ça qu'il faut le présenter, c'est parce que vous n'avez pas su lui expliquer. Alors bien sûr, il y a des mauvais éléments, mais globalement, les gens font leur travail, savent faire leur travail. S'ils ne le font pas, c'est qu'il y a eu un déficit de communication. En tout cas, c'est nous, cette approche qu'on a eue et qu'on a dans les forces spéciales, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe sur le terrain, le leader prend la responsabilité de l'échec. Et en faisant ça, il instille à la fois la confiance vers ses collaborateurs, puisqu'il prend sur lui, il ne cherche pas des responsables et des boucs émissaires, mais surtout il instille la confiance à sa chaîne hiérarchique, à sa chaîne de commandement supérieure, parce qu'il apporte des solutions en même temps. C'est-à-dire, je prends la responsabilité et voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et donc, sa chaîne de commandement sait qu'elle peut lui faire confiance. C'est très paradoxal, mais c'est quelque chose qui est très simple, mais qui fonctionne très très bien. Et c'est que ça demande un effort capital, c'est de travailler sur son ego. Voilà. Et l'ego du leader, et quel que soit le niveau hiérarchique du leader, c'est qu'il faut accepter de se dire, voilà, je prends sur moi. Dans les forces spéciales, où c'est des petites unités, ça passe très bien. C'est plus compliqué de le faire passer à une échelle plus grande, mais ça commence. Ça commence. Donc, l'armée, qui est par construction, par nature, est tout l'inverse d'une entreprise facilement transformable,
réussi à le faire. Donc, pourquoi pas les grands groupes? Peut-être une toute dernière question avant l'exercice que j'aimerais qu'on fasse ensemble. Valérie, tu n'as pas parlé, je vais te laisser la parole. Je parle d'armée. Moi, mon sujet, c'est les jeunes, les ados. Et en fait, je pense que si on n'a pas formé nos ados, nos élèves, nos étudiants, avant le bac, après le bac, en post-bac, à une certaine culture, et je suis assez d'accord sur ce terme de culture, je ne suis pas sûre qu'on lance en entreprise des futurs managers, leaders, dont les compétences vont se révéler celles dont vous parlez en fait. Et ma question, ce serait qu'est-ce qui vous paraît essentiel aujourd'hui à transmettre à des jeunes en pleine construction pour qui l'échec n'est pas valorisé, pour qui le travail de groupe, et j'entends très bien cette histoire d'ego, où finalement la place du leader n'est pas forcément toujours bien, pas définie, et en même temps, enfin, voilà, on a une image du leader encore aujourd'hui à l'école et dans qui est quand même pas celle que vous décrivez. C'est clair. C'est clair et c'est un problème. Mais on voit, comment dire, j'insisterai vraiment sur comment dire, l'élément organisationnel et le fait, par exemple, si on veut prendre des jeunes, mais aussi des moins jeunes, hein, je le dis parce que l'entreprise et l'organisation et la société, c'est tout le monde qui doit devoir bouger aujourd'hui. Ça se fait par le fait qu'on peut mettre des gens dans des projets, des petites équipes projets, et entre guillemets, les laisser se débrouiller en autonomie pour, par rapport à un objectif général qui a été défini, leur laisser trouver par eux-mêmes les solutions. Et ce que je serais tenté de dire par là, c'est que la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire. La meilleure façon et la meilleure façon de faire. Vous êtes tous de retour? Super. Est-ce que tout le monde est là? Ouais, c'est bon? Allez. Alors, je vous propose de prendre 1 minute par groupe pour débriefer. Quel scénario? Éventuellement, quel risque? Mais surtout, quelle opportunité? Dans le groupe de Sébastien, Stéphane, Thierry, Virginie, qui prend la parole? J'ai envie de dire Stéphane, c'est Stéphane qui a proposé le. Alors, moi, j'ai proposé un scénario qui était un scénario d'actualité, enfin, qui était lié à une actualité géopolitique. Et après, il y a eu une explication méthodologique de dire comment on engage une réflexion à partir de cette question. Et surtout, ce qui a été soulevé par Sébastien, c'était l'impact systémique. C'est-à-dire que quand on envisage des scénarios, on envisage des trajectoires connues, et ça rejoint ce à quoi on parlait avec Olivier, les biais cognitifs, ou les biais on est capable de tracer des trajectoires, et finalement, dans une vision systématique du système, il n'y a pas une seule trajectoire. Alors, quel est le scénario? En l'occurrence, c'était blocus de la Chine après les véhémences de Pékin sur Hong Kong. Mais blocus de Hong Kong, du coup. Non, parce que Hong Kong, il est pour rien. Alors, attends. Alors, précise, blocus de la Chine, c'est-à-dire? Sanction politique de Pékin après la loi martiale, après la prise de contrôle par Pékin de Hong Kong. Donc, réaction de la communauté, blocus économique de la Chine. D'accord. Okay. Et là, de dire, pour que le blocus soit persistant, soit pertinent, il faut que ce soit une démarche mondiale, qu'on embarque les Russes, les Américains, les Anglais, les Européens, et que à l'intérieur de ces scénarios, c'est très difficile on peut établir une stratégie de et si, et de construire des scénarios, et que ces scénarios qu'on construit sont très hypothétiques. Opportunité?
En une minute, c'est pardon, mais Compliqué. D'accord. Bon, bah, c'est pas grave, on passe au groupe suivant. Le groupe suivant, c'était le groupe de Guy Philippe, Anne-Lise. Qui veut prendre la parole? Il n'y avait pas que Guy Philippe et Anne-Lise dans le groupe. Il y avait Johan, Johan. Olivier Olivier, ouais. Olivier Simon. alors, j'ai oublié le nom. Anne-Lise. Anne-Lise. C'est qui? C'est toi, Guy? Si ça ne gêne pas le reste du groupe, et puis bon, alors je vais y aller, et puis on complémentera. Donc, notre scénario, c'était une accélération terrible, imprévue du réchauffement climatique, ok, mais vraiment ultra rapide, parce qu'on sait qu'on pense qu'on a jusqu'au siècle prochain peut-être, mais en fait non, pas du tout. On a jusqu'à l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, il y a une fondaison des glaces, quelque chose de catastrophique qui se passe à la fois au Groenland et puis en Antarctique et puis sur l'ensemble des grands glaciers mondiaux, qui fait que le monde entier se retrouve submergé d'eau, et c'est dans 12 mois. Donc préparez-vous, quelque chose de grave arrive. Alors les risques qui sont derrière ce scénario terrible et qui nous arrive dans 12 mois, autant être prêt. D'une part, des migrations massives, l'effondrement des villes, des grandes villes qui étaient sur les zones côtières. Il ne faut pas oublier que l'essentiel du PNB mondial est construit sur les grandes zones côtières du monde. À côté de ça, forcément, des puissances sont en train de vaciller, des droits maritimes sont en train d'être redistribués. Qu'est-ce qui se passe? Des risques géopolitiques qui explosent dans tous les sens. On peut réfléchir à des crises cyber, militaires, peut-être même nucléaires à cause de tout ça. Et puis derrière, des questions de pandémie. Parce que malheureusement, la désorganisation du système sanitaire, alors même qu'on a encore la crise Covid et d'autres choses qui nous arrivent, fait que, on n'arrive plus à résister à cette pandémie. Donc un tableau qui d'un côté paraît assez noir, mais néanmoins, qui a de nombreuses opportunités commerciales sous-jacentes dont il faut également parler. La première, évidemment, c'est classique, ce que la Russie essaie déjà de faire, c'est l'ouverture de nouvelles voies maritimes qui vont permettre une accélération du commerce mondial. La deuxième, et pour ceux qui ont vu Superman, ils la connaissent, à partir du Superman 1 avec le plan de Lex Luthor, c'est le fait que comme il y a avoir une inondation très forte de certaines zones côtières, les bandes de terrain qui étaient au-delà des zones côtières, qui étaient parfois des bandes désertiques ou mal aménagées, tout d'un coup se retrouvent sur la mer, sur l'eau. Et donc là, il y a l'opportunité de créer de nouvelles marinas, de créer de nouvelles villes, et donc de faire de très belles opérations de réalisation foncière, où on pourra mettre d'ailleurs tous ces réfugiés qui vont arriver, et en profiter d'ailleurs pour de façon intelligente répartir ces nouveaux droits maritimes qui permettront une augmentation des produits de la pêche. Donc effectivement, quelque chose de très risqué, mais aussi potentiellement un message d'espoir, surtout si vous êtes un investisseur immobilier. Merci. Je rappelle que le scénario peut paraître complètement fou, mais il y a 6 mois, on aurait décrit le scénario qu'on vit aujourd'hui, ça nous aurait paru tout aussi fou. Troisième et dernier groupe, le groupe avec Frédéric et Sylvie. Alors, je crois que vous étiez toutes les deux, il n'y avait pas d'autres personnes avec vous? Si, nous étions 4. 4, je ne sais pas pourquoi. Il y avait Estelle aussi avec vous, non? Oui, Estelle? Oui, Virginie, non, Valérie. Bon. Non. Ah oui, il y avait Valérie peut-être. Bon. Ok. Tu veux dire? Non, elles sont là, mais c'est pas dans la liste des groupes. Donc c'est toi, Sylvie, qui rend compte? Comme vous voulez. On était 4 femmes. Donc nous avons eu 2 scénarios. Un scénario positif, parce qu'il n'y a pas que des crises négatives dans la vie. C'était si on apprenait que le Covid se guérissait par un bain de fleurs, par des fleurs. Qu'il fallait en fait pour guérir du Covid faire des bains de fleurs, des promenades dans les fleurs, humer les fleurs, enfin toute une thérapie autour des fleurs, des différentes fleurs. Et le deuxième scénario, c'était alors, c'est vrai qu'avec plusieurs idées, on n'est pas allé très loin dans les déclinaisons. Mais une fois qu'on a épuisé l'idée des fleurs qui nous a tous fait sourire et rêver, on a été dans une crise où on s'est dit qu'une des conséquences possibles du Covid aurait pu être une fertilité avec la disparition progressive des femmes. Et là, c'est un autre scénario, disant finalement, qu'est-ce que ferait l'humanité face à cette disparition progressive des femmes qui se constate
déjà dans certaines zones du monde. Donc, quelle politique, quel travail génétique, quels travaux génétiques, aidez-moi les autres. Voilà, on a eu des idées qui ont fusé un petit peu sur. C'est le scénario de la servante écarlate, non? Et c'est le scénario de la servante, ouais, c'est clair. Ouais, c'est le scénario de la C'est le servante. scénario. En fait, c'est le scénario. Bah, la servante, c'est pas que les femmes. Enfin, c'était la reproduction en général. Là, c'est vraiment que les femmes. C'était plutôt le scénario de l'année Béatrice d'Amin Malouf. Je ne sais pas si vous aviez lu ce livre. Ça s'appelait L'année Béatrice, avec une disparition progressive des femmes, alors que le taux de natalité reste le même. La servante écarlate, il n'y a plus d'enfants. Là, c'est une humanité divisée par deux. Voilà. Après, tu nous as rappelé dans ta salle et on n'est pas. Ouais, on aurait pu rester plus longtemps. D'ailleurs, on peut laisser le groupe ouvert toute la soirée si vous le souhaitez. Hein. Aucun problème, c'est un vrai plaisir. Bon, écoutez, je voudrais conclure quand même cette soirée pour ce qui concerne le programme, parce que je m'étais engagé, parce que ça dure 2 heures, ça a duré 2 heures et pas plus. Merci beaucoup Guy-Philippe d'abord pour ton conseil, pour nous avoir aussi présenté Sébastien. Merci Sébastien pour le temps que tu as consacré, pour les idées, pour les conseils aussi. Merci à chacun d'entre vous. C'était la dernière de la saison du club. Le club va continuer, mais dans une forme un peu différente. Je vous ai envoyé il y a quelques semaines un formulaire à remplir, un questionnaire. Et j'ai les résultats de ce questionnaire. Je voulais partager avec vous quelques résultats sur vos attentes quant au club. Alors, j'ai eu une 50aine de réponses, ce qui est plutôt sympa de la part des membres. D'abord, soit 110% d'entre vous souhaitent du contenu exclusif et international, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent, sauf très rarement. On a peut-être eu une séquence l'année dernière avec du contenu international. Vous êtes 90% pour une offre à distance. Je pense que vous n'avez pas trop le choix non plus, en tout cas en ce moment. 95% pour des rencontres de moins de 2 heures. C'est vrai que plus de 2 heures, c'est quand même assez long. 80% pour les thèmes du leadership, psychologie, neurosciences, prospective et stratégie. C'est ce qui ressort en tout cas comme thématique. 80% pour des contenus additionnels en anglais. Ça, c'est une surprise aussi. Pour être honnête, la dernière édition de Momentum sur laquelle on a voulu 50% du contenu en anglais était un vrai risque pour nous. Là, en l'occurrence, 80% d'entre vous souhaitaient du contenu en anglais. 95% souhaitent plutôt des rendez-vous mensuels, en semaine et en afterwork. 95% pour inviter des membres de son réseau, ce qui n'était pas jusqu'à présent le cas, en tout cas possible. 75% pour organiser quelques rendez-vous en présentiel si possible. Donc ça, on espère assez rapidement pouvoir se voir physiquement. Et 65% souhaitant un abonnement à moins de 100 € hors taxe par mois et 20% entre 100 € et 200 € hors taxe par mois. Donc, on a travaillé, on a beaucoup brainstormé, on a probablement une première version du club qui serait totalement virtuelle, en grande partie, avec un rendez-vous mensuel de 2 heures en ligne, un événement grand public semestriel en ligne auquel les membres du club, dans lesquels les membres du club interviendraient. Donc, ils seraient participants actifs à cet événement grand public semestriel, en partenariat très probablement avec notre média partenaire, le Huffington Post. Un accès à l'ensemble du catalogue de Boma Global, ça c'est une nouveauté. On a dans 10 pays des contenus, des rencontres, des masterclass qui vont être accessibles exclusivement aux membres du club. 2 dîners-débats présentiels par an, parce que c'est quand même important de se voir physiquement. Des places limitées, ça c'est toujours le cas sur candidature ou parrainage. L'idée ici n'est pas d'ouvrir à tout le monde le club, mais de le réserver à des personnes qui peuvent aussi apporter au groupe. Et
la gratuité ou des tarifs préférentiels au programme de BOMA dans le monde. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, nous semble-t-il. Par exemple, nous avons 2 programmes qui sont programmés pour les 2 prochains mois, tout de suite après notre session, à 23h, une masterclass interactive qui est donnée par Kayla Colbin pendant 1h30 sur le courage en temps de crise. Si ça vous intéresse, pinguez-moi, je vous donnerai un accès pour ce soir, 23h. Et puis, un programme sur 8 sessions de 2 heures, entre le 13 et le 22 juillet. Donc là, c'est vraiment une formation, qui est basée sur les travaux de Brené Brown et qui est aussi délivré par Kayla Colbin, qui est un séminaire autour du courage entre le 13 et le 22 juillet. Donc, cela faisant partie de l'offre du club de la prochaine saison. Nouveauté de la saison aussi, possibilité d'inviter des membres de vos équipes, l'accès au contenu du club en replay, puisqu'on est en digital, donc on enregistre. Donc, vous aurez la possibilité de revivre ces moments, voire de faire revivre à des membres de votre réseau certains moments qui vous semblent intéressants. L'accès à la communauté locale et globale de BOMA via un nouvel espace dédié qui est en finalisation et évidemment des nouveaux tarifs. Nous avons travaillé sur les tarifs pour faire une offre très accessible, individuelle, à 79 € hors taxe par mois avec un engagement semestriel. Donc, c'est une offre 100% digitale. Et puis, une offre entreprise. Cette fois-ci, il y a aussi du présentiel où vous pouvez inviter des membres de votre réseau, où on se retrouve 2 fois par an, qui est à 149 € par mois, avec un prochain rendez-vous qui aura lieu le 24 juin et les rendez-vous qui sont déjà positionnés, parce que je sais qu'à chaque fois, vous nous demandez quand sont les rendez-vous. Donc, rendez-vous le 24 juin, je vous enverrai tout ça. Le 22 juillet, le 19 août, le 15 septembre, le 21 octobre, le 18 novembre, le 9 décembre et dîner-débat en janvier ou peut-être en décembre en fonction de l'état de la situation sanitaire en France.